Le droit, tout droit par celles et ceux qui le font, qui le défont, qui le défendent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 18e émission de décryptage et d'analyse de certaines thématiques de droit. Une émission à retrouver une fois par mois, réalisée en partenariat avec l'Ordre des avocats au barreau d'Épinal. Ce mois-ci, nous nous intéressons aux droits des étrangers, plus précisément aux droits des réfugiés et des demandeurs d'asile. Quelles sont les obligations auxquelles ils doivent se soustraire? Quels sont les risques encourus en matière de délit de solidarité, terme qui d'ailleurs n'a aucune existence juridique? On évoque tout cela avec nos deux invités. Olivier Boulanger, bonjour. Bonjour Ludovic. Vous êtes avocat à Épinal. Et Julien Coulon, bonjour. Bonjour. Avocat aussi bien sûr au barreau d'Épinal, cabinet Gartner. Absolument. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour évoquer donc ce droit plus précisément des réfugiés et des demandeurs d'asile. Olivier Boulanger, question de base. Quelle est la différence entre un réfugié et un demandeur d'asile? Déjà. La question peut paraître un peu incongrue, puisqu'en fait le mot réfugié ne peut pas être confondu. Hein. Le demandeur d'asile, c'est celui qui prétend à vouloir être protégé, faire l'objet d'une protection internationale, alors que le réfugié a obtenu justement bien cette protection. Voilà, tout simplement. Ok, mais c'est vrai que voilà. En regardant les informations, les actualités, dans le grand public... à chaque nom, son statut, entre guillemets. C'est ça, voilà. À chaque nom, son statut. Et d'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, il existe plusieurs degrés de protection. On a le statut de réfugié, c'est la Convention de Genève 51 qui, effectivement, lorsque une personne est persécutée dans son pays d'origine, à raison de sa religion, de sa nationalité, son appartenance, ses croyances, peut être protégée, effectivement, et obtient le terme de réfugié, ouais. ce qui offre une carte de séjour de 10 ans voilà, sur le territoire français ou l'Union européenne, mais là, on va se consacrer à la France. Alors que vous avez également la protection subsidiaire. Là, on n'a pas démontré les critères de cette convention de 51, mais il y a un état de guerre, par exemple, des conflits armés, on en a un petit peu partout dans le monde, où on est persécuté, on fait l'objet de persécutions à titre personnel, non pas pour des questions politiques de sexe ou de religion. Donc là, on obtient une protection, mais qui est un petit peu plus faible. On a un titre de séjour pluriannuel d'une durée maximum de 4 ans. Et puis, dernièrement, on a mis en œuvre pour la première fois, c'est un mécanisme de l'Union européenne, ce qu'on appelle la protection temporaire. Lorsqu'il y a eu le déclenchement du conflit, l'invasion de la Russie par l'Ukraine en février 2022, automatiquement, là, on a protégé effectivement les ressortissants ukrainiens qui fuyaient effectivement l'Ukraine suite à cette invasion. Alors, elle s'appelle temporaire parce qu'elle devait durer le temps du conflit. Malheureusement, celui-ci perdure dans le temps. Et aujourd'hui, nous avons toujours en France des Ukrainiens qui sont protégés et dans d'autres pays, la Pologne notamment, frontalière. Et aux dernières nouvelles, cette protection devrait être étendue pour l'instant jusqu'en 2027. Voilà. Ok. Déjà, pas mal d'éléments que vous nous avez donnés. On va se détailler tout cela. Les juridictions diverses et variées. Julien Coulon, on a une question notamment de Farik qui nous a écrit de Vitel. Oui. Je suis prochainement convoqué à Nancy pour une audience devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Pourquoi ? Alors, avant d'évoquer la CNDA, donc cette Cour nationale du droit d'asile, quelles sont les différentes étapes et donc les différentes juridictions ? Alors, il y a deux choses. Si vous êtes dans une logique où vous demandez l'asile, la demande, vous la faites auprès de l'OFPRA. C'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Donc c'est une administration et vous faites la demande. Si votre examen vous permet, comme l'indiquait mon confrère, d'obtenir soit le statut de réfugié, soit une protection subsidiaire, on s'arrête là. Si l'OFPRA refuse de vous octroyer effectivement un titre de séjour, vous faites un recours. Et c'est là que le recours intervient devant la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Jusqu'en 2024... Ça se fait où tout ça ? Alors, justement, jusqu'en 2024, tout se faisait à Montreuil. Il y avait une seule cour, elle était à Montreuil. Okay. Depuis 2024, il y a eu une réforme, et donc on a ouvert ce qu'on appelle des chambres territoriales. En 2024, 4 chambres ont été ouvertes. Vous avez Nancy, Lyon, Toulouse et Bordeaux. Et en 2025, 2 nouvelles chambres ont été ouvertes, à Marseille et à Nantes. Donc aujourd'hui, en France métropolitaine, vous avez 6 chambres territoriales, et il reste Montreuil. Montreuil reste compétente pour des cas très spécifiques. Ça veut dire que vous avez beau habiter Nancy ou Pau,
vous irez quand même à Montreuil lorsque soit on est sur un conflit géopolitique très complexe. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. On peut citer le Yémen, par exemple, la Palestine ou l'Ukraine. Ou lorsque la langue qui est parlée par le demandeur d'asile est tellement rare qu'on ne trouve finalement les interprètes spécialisés que dans la capitale. Donc dans ces deux cas-là, vous irez à Montreuil. Sinon, si vous êtes dans la région Grand Est, vous irez à Nancy pour défendre votre dossier devant la Cour. Question matérielle pour les demandeurs d'asile, ça peut être compliqué de se déplacer comme ça, quelqu'un de Marseille de monter à Montreuil, quelqu'un d'Épinal d'aller à Nancy tout simplement. C'est une problématique ça ? C'est la raison de cette réforme. Et là-dessus, puisque m'ont donné de la régionalisation de la Cour nationale du droit d'asile. Et pour cette question-là, je tiens à remercier quand même le barreau d'Épinal qui était vraiment précurseur et là où d'autres barreaux voyaient d'un mauvais œil cette déconcentration, le barreau d'Épinal, dès le départ, a soutenu l'initiative et c'était l'un des rares à l'époque. Et c'est l'une des rares réformes qui va dans le bon sens. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de parler d'autres réformes où on sera beaucoup plus critique, mais celle-ci, elle va dans le bon sens. Ok, allez, on a déjà posé vraiment les bases de ce débat, pas mal d'infos déjà. Juste peut-être vision un petit peu globale. Olivier Boulanger, ça représente quel volume d'activité dans votre métier d'avocat ? Vous êtes un petit peu spécialisé là-dessus. Et puis surtout, quelle évolution vous voyez, vous notez, vous analysez ces dernières années ? Alors, deux questions, effectivement. La première, la part est assez importante. Je fais essentiellement du droit des étrangers, du droit pénal, et puis d'autres matières à côté, mais on va dire grosso modo c'est 50-60% de mon activité, et à l'intérieur de laquelle il y a à peu près un tiers de demandeurs d'asile et 2 tiers de recours contre les obligations de quitter le territoire français, les refus de séjour notamment. Okay, et les fameuses OQTF. Voilà, les fameuses OQTF qu'on entend effectivement un petit peu partout dans les médias en ce moment. Quant à savoir l'évolution, il y a bien évidemment une multiplicité, alors pour rebondir, de demandeurs d'asile. Les dossiers ont explosé. D'ailleurs, on a ouvert ces chambres territoriales, mais on a ouvert aussi des nouvelles chambres, sections. On a poussé même les locaux à Montreuil. Okay. Et face effectivement à l'inflation des refus de titres de séjour, un contentieux aussi très inflationniste, parce que les juridictions administratives, tribunaux administratifs au départ connaissaient très peu, effectivement, en termes d'activité. Il me semble aujourd'hui que c'est quasiment 30% de leur activité, alors qu'ils sont censés juger, effectivement, des litiges avec l'administration, des contrats publics, voilà, des choses comme ça, des recours en excès de pouvoir. Donc, le contentieux du droit des étrangers devant les juridictions administratives va crescendo. Okay. Voilà, explose. Et je me permettrai une info complémentaire. Grosso modo, sur notre département, les associations nous font part d'un chiffre de 400 familles, 400 personnes, familles plus ou moins nombreuses, mais on va dire 400 entités, voilà, cellules familiales, avec une ou peut-être 2 ou 3 personnes, qui sont, j'ai envie de dire, constamment dans une démarche de demande d'asile, de procédures d'intégration, etc. Tout à fait. Et voilà, je pense par exemple à Asile Accueil, qui était, on en a parlé il n'y a pas très longtemps sur un autre plateau. Asile Accueil, sur Épinal et son agglomération, on file active une 60aine de dossiers. Voilà. C'est ça. Et sur l'ensemble du département, on garde en terme 400, mais attention, c'est vraiment 400 je dis bien sur l'ensemble de la procédure, voilà, du début jusqu'à la fin. Voilà. Ça fait une personne sur 1000, je crois qu'on est un département à peu près de 400 000, 362 habitants. Okay. Voilà. Pas mal, effectivement. Vous avez évoqué en tout début d'émission, Olivier Boulanger, les différents types de titres de séjour. Qu'est-ce que permettent les différents types de titres de séjour, justement, en termes de circulation, en termes de travail, en termes de versement d'allocations, etc. Une petite photographie rapide, difficile, j'en conviens. Oui, c'est très difficile parce qu'il y a énormément de titres de séjour. On a des grandes familles, on a des titres pour motif professionnel, pour motif familial, pour motif d'études. On reçoit beaucoup aussi d'étudiants étrangers. Pour ceux qui sont bénéficiaires des protections internationales, qui est un petit peu le fil conducteur, et puis aussi d'autres motifs
Je prends un exemple comme ça, lorsqu'on a combattu pour la France, un ancien combattant, voilà, ou dans la Légion étrangère, ce peut être effectivement, et puis des conjoints de Français, parents d'enfants français, voilà, des enjeux, etc. Et tout. Alors, Voilà. dans les grandes lignes, quelqu'un qui est issu d'un pays dit non sûr, à quel type de droit a-t-il ? Petite photographie toute rapide. Alors, non sûr, ça veut dire qu'il a obtenu une protection. Ou qu'il est en procédure ou qu'il est en procédure 2. Alors là, on fait un distinguo, effectivement. Ouais. S'il est en procédure 2, il obtient une allocation, ce qu'on appelle l'allocation temporaire du droit d'asile, ATDA, qui lui permettent effectivement de pouvoir subvenir à ses besoins quotidiens le temps de l'examen de sa demande d'asile. Allocation de 6,80 € par personne. Okay. D'accord. Voilà. Donc si vous avez une famille, une femme et 2 enfants, voilà, vous multipliez par 4 et c'est une allocation journalière. Okay. Le montant, 6 fois 3, ça fait grosso modo 200 personnes par personne. Voilà. Donc c'est vraiment le minimum pour vivre, sachant que ces personnes sont bien évidemment hébergées avec l'aide des centres d'hébergement d'urgence. Là, c'est pareil, impossible de rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs structures d'accompagnement. Il y a ce qu'on appelle les CADA, les centres d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile. Et puis, quand les personnes ne sont pas dans ces fameux CADA, il y en a par exemple à Gérardmer, entre autres, il y a des foyers. Il y a des foyers, il y a des hôtels, des chambres d'hôtel, etc. Les Vosges sont bien pourvus en la matière. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut faire. Alors, question en termes de droit de circulation et droit de travailler. Alors, deux questions très simples. Normalement, un demandeur d'asile n'a pas le droit dès le départ de travailler, sauf spécificité, c'est-à-dire que sa demande doit être traitée dans un certain délai. Il arrive en France, il doit déposer son dossier, 21 jours. S'il dépose, il a 90 jours maximum pour le déposer. S'il ne le dépose pas, il n'est pas pris en charge, il n'a pas ses conditions matérielles d'accueil. CMA, j'ai dit ATDA tout à l'heure, mais je m'étais trompé, ça c'est l'attestation que vous avez lorsque vous avez déposé votre demande d'asile. Okay. Et à partir de ce moment-là, il n'est pas autorisé à travailler, sauf si effectivement la demande n'est pas traitée, parce que l'engorgement effectivement de la frappe fait que, alors au bout d'un certain temps, on va l'autoriser effectivement, au bout de 6 mois, si sa demande n'a pas été traitée, il pourra prétendre à travailler. Voilà. D'accord. Ça, c'est ce qui concerne le demandeur d'asile. Les autres titres de séjour qu'on a évoqués, et je le fais très, très rapidement, en fonction du motif, le motif familial ou bien le motif professionnel. Ouais. Si vous avez un titre de séjour pour motif professionnel, bien évidemment, vous avez l'autorisation de travailler. Si vous l'avez pour motif familial, pas toujours. Vous pouvez avoir un titre de séjour qui ne vous permet pas de travailler. On comprend que c'est vraiment du cas par cas. Oui. D'où le travail des avocats, de vous, avocats, pour bien accompagner ces personnes. Surtout que ces personnes peuvent évoluer. C'est-à-dire que vous pouvez bénéficier d'un titre de séjour pour un motif familial au départ, et puis ensuite basculer vers un motif professionnel ou autre. C'est ce qu'on appelle les changements de statut. Okay. Donc, un étranger en France peut, au cours effectivement de son séjour en France, avoir plusieurs titres de séjour, de motifs, en tout cas de titres de séjour différents. Question très précise, justement, Maître Julien Coulon. Question de Svetlana qui nous a envoyé cela de Remiremont. Je n'arrive pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer ma demande de titre de séjour. Comment y remédier et surtout, quels sont les risques que j'encours? Quels sont les risques encourus? Là, on est dans ce schéma, effectivement, d'engorgement, de procédures qui peuvent être plus ou moins longues. On est même dans j'ai pas d'informations précises à partager par rapport au délai d'attente et au délai de traitement auprès de la préfecture, mais voilà, on sait qu'il peut y avoir des soucis. On est dans le cas d'une réforme, cette fois-ci, qui est mauvaise. Disons-le clairement. C'est votre analyse. Elle est partagée, et je vais même la rendre objective. Okay. Jusqu'en 2020, effectivement, on pouvait déposer ses demandes de titre de séjour soit par voie postale, ou alors au guichet. En 2021, sous couvert d'une grande loi de simplification, mais souvent ce sont des lois de complexification, là c'est mon opinion personnelle, en 2021, donc, on a créé ce qu'on appelle l'ANEF. Donc l'ANEF, c'est l'administration numérique pour les étrangers en France. Okay. C'est une plateforme Internet. Et donc en 2021, tout titre de séjour doit passer par la plateforme. Donc si vous allez en préfecture, on vous fermera la porte, on ne vous laissera pas rentrer pour déposer un dossier. Si vous l'envoyez par la poste, de la même manière, il ne sera pas pris en compte. Tout passe par cette plateforme numérique.
Ok. Pardon, question. Je vous coupe. Si on n'y a pas accès, si on n'a pas. Justement, Voilà. pour l'INSEE, vous avez aujourd'hui un Français sur 5 qui n'a pas les compétences de base en informatique. Donc le ratio doit être à peu près le même pour les étrangers. Donc, voire davantage. Et donc c'est pour ça que la réforme elle est mauvaise. Et là où je vais rendre objectif mon avis qui était jusqu'à présent personnel, c'est que vous avez le défenseur des droits qui en 2024 a rendu un rapport très corrosif. Et le rapport, il indique très clairement qu'il y a une atteinte massive aux droits des étrangers. Okay. C'est même le titre du rapport. L'ANEF, droit d'atteinte massif aux droits étrangers. Et donc, sur le sujet, il n'y a pas de possibilité de faire différemment, sauf un cas très précis, mais c'est quasiment la preuve de l'impossible, c'est qu'il faut démontrer que le site dysfonctionne et qu'on a tout tenté pour déposer un dossier. Mais, et même dans ces cas-là, c'est très très compliqué d'avoir des rendez-vous. Pardon, on le voit en préfecture d'Épinal. On voit souvent des personnes a priori d'origine étrangère qui sont en attente devant la préfecture. Donc il se passe quand même des choses matériellement en préfecture, humainement, je veux dire. Pas beaucoup selon vous ? En général, sur des sujets comme cela, il faut souvent aller au contentieux pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Ça veut dire que là où ce que mon confrère disait, c'est qu'on engorge les tribunaux, cette réforme-là va encore engorger. Si je vous donne 2 exemples où on a été contraint de saisir les tribunaux et où finalement la plateforme dysfonctionne. Vous aviez un premier exemple, c'est une personne qui demande un renouvellement de titre. Donc elle se rend sur la plateforme, demande un renouvellement, sauf que le titre qu'elle avait jusqu'à présent ne figure pas sur la plateforme, n'a pas été remonté sur la plateforme. Okay. Donc si on n'a pas le titre initial, on est bloqué, on n'arrive pas à demander le renouvellement. Donc là, effectivement, il a fallu que le cabinet fasse des pieds et des mains pour arriver à obtenir un rendez-vous en préfecture sans passer par la juridiction. C'était justement la question de Boran, d'Épinal. Mon récépissé de titre de séjour arrive à expiration, puis-je demander le renouvellement, avec les difficultés donc qu'il peut y avoir. Alors là, on est encore sur un autre sujet. Vous avez donc le récépissé, il faut expliquer très rapidement ce que c'est. Vous déposez une demande à la préfecture. Okay. Lorsque votre demande est jugée complète, donc c'est uniquement sur un volet quantitatif, on vous donne un récépissé. Et ce récépissé vous permet de vous maintenir sur le territoire pour une durée de 3 à 6 mois. Et finalement, pour essayer de simplifier, c'est le temps qu'a la préfecture pour pouvoir analyser votre demande et vous délivrer ou non un titre de séjour. Vous avez, si vous avez un titre de séjour, vous demandez votre récépissé 2 mois avant la fin du titre pour le renouveler. Normalement, il y a un délai raisonnable pour vous octroyer un récépissé. Si on ne vous octroie pas ce récépissé dans le délai raisonnable, il est fréquent que vous vous retrouvez en situation irrégulière, mais de la faute de l'État français. Ça veut dire que vous avez un titre tout à fait régulier, vous demandez le renouvellement, ils ne répondent pas à votre question, votre titre expire, vous n'avez pas le récépissé, donc il n'y a pas la période de prolongation, et donc tout d'un coup vous êtes en situation irrégulière, vous ne pouvez plus travailler alors que vous avez fait toutes les démarches. Dans le cas de votre téléspectateur, c'est encore différent. S'il demande un renouvellement de récépissé, ça peut être une bonne chose pour rester sur le territoire français 3 ou 4 mois de plus, pourquoi pas, mais il faut être très vigilant, mais c'est que ça n'a pas pour effet d'augmenter la durée d'instruction de la préfecture. L'instruction de la préfecture, c'est 4 mois à partir de votre demande. Donc 4 mois après le dépôt de votre demande, vous n'avez pas de réponse de l'administration, ça veut dire que vous avez un rejet de votre titre. Okay. Et donc il faut faire un recours contentieux en référé-suspension. Okay. C'est très technique. Boran doit déposer de toute façon sa demande de renouvellement entre le 120e et le 60e jour de l'expiration de son titre, c'est-à-dire entre 4 et 2 mois. Et ça, il faut être vigilant, parce que parfois on a un titre de séjour, selon la durée, surtout quand on a des titres de séjour très courts, d'une durée d'1 an, ça arrive vite. Donc il faut vraiment, 4 mois avant la fin de son titre de séjour, regarder et commencer à faire les démarches, comme l'a dit mon excellent confrère, sur l'ANEF, ou alors, et je rebondis un petit peu juste pour compléter par rapport aux gens qu'on peut voir devant la préfecture, bien évidemment, si on n'arrive pas à obtenir de rendez-vous en guichet, c'est très difficile puisque maintenant c'est numérique, il y a des personnes qui font le forcing.
Dans la pratique, on peut aussi écrire, inonder des mails de la préfecture. C'est pas évident. Hein. Alors, c'est pas que j'encourage cette pratique, mais il faut quand même tirer la sonnette d'alarme. Et à un moment donné, ben voilà, ça peut payer. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter. On va voir quelques images d'animation, d'accueil autour destinées donc aux réfugiés ou demandeurs d'asile. Là, il y a Olivier Boulanger, on regarde un petit peu extérieur, il y a un énorme travail des associations. Je pense à Asile Accueil, je pense à Coalia, je pense qu'il y en a plusieurs. Voilà, on le comprend, c'est très technique, c'est très complexe. Et je répète, on est vraiment sur du cas par cas. Ouais. Donc, les caricatures qu'on peut avoir à ce sujet, attention. Oui, tout à fait. Elles font d'ailleurs, ces associations, un travail extraordinaire. Hein, si on les avait pas, voilà. Il faut savoir que quand un demandeur d'asile déjà arrive en France, la plupart du temps, 95% du temps, il y a la barrière de la langue. C'est déjà une chose. Un demandeur d'asile doit, au départ de sa demande, rédiger un récit. Hein. C'est un récit écrit. Donc il doit le faire dans sa langue et puis on doit le traduire, à l'air de traduire. Donc ces associations sont là. Pour justifier sa demande. Pour justifier sa demande. Vous ne saisissez pas l'OFPRA dans votre langue d'origine. Vous devez la saisir en français. Le récit doit être traduit. Hein. Donc ça c'est important à savoir. Expliquer, bien évidemment, les conditions d'accueil matériel, trouver le logement, les aider effectivement donc, dans la rédaction de leurs demandes, les pièces éventuellement à apporter. Hein. Souvent, les gens n'ont rien. Je pense notamment aux gens qui ont traversé, par exemple, la Méditerranée dans des boat people, qui, malheureusement, où on voit dans l'actualité parfois des naufrages dramatiques. Et donc, ces gens n'ont rien sur eux. Donc, il faut le niveau d'éducation aussi, outre la barrière de la langue, pour traduire tout ça. Donc, ces associations font un travail extraordinaire à ce niveau-là pour les aider. Olivier Boulanger, dernière question, il nous reste 4 minutes avant la fin de l'émission. Question de Martine de Saint-Dié-des-Vosges. J'ai parlé en introduction du délit de solidarité. C'est un terme qui, juridiquement, n'a aucune existence. Pour autant, justement, question de Martine de Saint-Dié-des-Vosges. Quels sont les risques encourus d'héberger quelqu'un que l'on sait être en situation irrégulière ou carrément sous OQTF? Après, voilà, je répète, il y a tellement de cas par cas. Un petit mot là-dessus, les risques encourus par monsieur et madame tout le monde qui vient en aide à des personnes dont on sait être en situation régulière. Oui, alors malheureusement, c'est pénalisé et c'est bien dommage parce que souvent les personnes qui interviennent pour aider quelqu'un en situation irrégulière, qui peut être surtout dans une situation sanitaire et sociale dramatique, qui peut dormir à la rue, être malade, etc. et tout, je pense que voilà, nous Français, nous avons le cœur sous la main et que l'on veut toujours aider son prochain. Alors la loi... Oui, concrètement, la loi incrimine les personnes. Alors, je vais vous donner d'ailleurs la lecture du texte, ça sera plus parlant. Un petit paragraphe seulement. Voilà, un petit paragraphe. L'article 823-1 du Code de l'entrée et du séjour des droits d'asile, le fameux CESEDA, incrimine toute personne facilitant directement ou indirectement l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. Voilà. Et cet article-là, quand on voit ça, on dit, on risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende, ce n'est pas rien. Heureusement, il y a des limites, il y a une immunité lorsqu'on a des motifs humanitaires, donc c'est prévu effectivement dans la suite des textes. Est-ce qu'il y a régulièrement des affaires à ce sujet ? Des procédures. Très peu. Donc en fait, juridiquement ça existe, mais matériellement... Fort heureusement. Okay. Par contre, là, pour rebondir un petit peu sur la question de Martine, parce que c'est entrer effectivement, aider l'entraide de santé, mais c'est surtout les employeurs en France. J'allais venir, c'était ma dernière question, pareil, toute rapide, sur les risques effectivement d'embaucher, de faire travailler quelqu'un qui est en situation régulière. L'employeur effectivement encourt les mêmes sanctions. Il a en plus, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, on a très peu de temps. Voilà. Okay. Il a en plus des amendes administratives qui, en plus, est un multiple en fait par rapport au nombre de salariés employés. Donc l'addition peut être très salée à la fin. Et je le dis comme je le pense, et là c'est un avis personnel, il y a une certaine hypocrisie parce qu'on embauche des salariés. On a besoin, vous savez qu'on a 5 millions de travailleurs étrangers en France et que l'économie tourne aussi grâce à eux.
et parfois qui font les sales besognes. Hein. On pense bien sûr à la voirie, au BTP et à la restauration. Voilà, dans les très grandes lignes. Dans les très grandes lignes. Et donc, on les fait travailler avec des bulletins de salaire. Ils payent des cotisations sociales. Hein. Le patron paye des cotisations patronales, mais qui, en définitive, voilà, bénéficient à tout le monde, mais ne retournent pas. Donc, ça participe à l'économie. Alors, très rapidement, on a créé l'année dernière un titre de séjour particulier pour des métiers en tension, hein, notamment dans le Grand Est, puisque vous venez d'évoquer la restauration, notamment, le BTP. C'est votre analyse, ça marche ? Alors ça commence à fonctionner. On a des conditions. Il faut déjà être présent depuis 3 ans sur le territoire français et au moins justifier 12 bulletins de salaire. Mais comment on a eu ces 12 bulletins de salaire ? On était en situation irrégulière. Donc venir taper ensuite effectivement sur l'employeur, qui parfois ignore même la situation, hein, bien évidemment, d'irrégularité de son salarié, a besoin de main-d'œuvre, alors que Pourtant, il n'a pas l'obligation de vérifier tout ça ? Alors, il a cette obligation. Très succinctement. Il a l'obligation, effectivement. Mais parfois, c'est très difficile, effectivement, dans les faits. Et je ne veux pas dire ceux qui mentent, bien évidemment, sur l'origine. Ça peut aussi arriver, mais ce n'est pas la majorité. Messieurs, merci. On aura eu encore plein de questions. Merci, on aura l'occasion, justement, d'y revenir. Pourquoi pas sur les procédures, sur les différents titres de séjour. On l'a abordé très rapidement, mais voilà, ça permet quand même d'y voir un petit peu plus clair. Merci de votre participation. Merci à vous. À très vite. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.